Le 18 avril 2009, Océane Mathieu, 12 ans, disparaît dans les rues paisibles d'Aix-en-Provence alors qu'elle rentrait du marché des prêcheurs avec sa grand-mère. 14 ans plus tard, en octobre 2023, un carnet de recettes caché derrière un meuble de cuisine révèle une vérité qui glace le sang de toute une famille. Ce que contient ce carnet va transformer à jamais la façon dont nous regardons les prédateurs qui se cachent sous l'apparence de la normalité. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Aix-en-Provence, avec ses fontaines centenaires et ses marchés colorés, était en 2009 une ville où la vie s'écoulait selon un rythme séculaire. Le marché des prêcheurs, installé 3 fois par semaine sur la place éponyme, attirait depuis des générations les habitants du centre-ville et des quartiers environnants. C'était un lieu de rencontre sociale autant qu'un espace commercial, où se mêlaient les parfums de lavande, les cris des marchands et les conversations en provençal. Océane Mathieu vivait rue Cardinal, dans une maison étroite typique du vieil Aix, avec ses parents Claire et Vincent. Sa mère, Claire, âgée de 38 ans, travaillait comme infirmière au centre hospitalier du pays d'Aix depuis 15 ans. Elle était connue pour sa patience et son dévouement envers ses patients. Vincent, 42 ans, possédait un petit garage automobile rue de la Mole, où il réparait principalement des voitures de marque française. Il avait hérité de cette affaire de son propre père et était respecté dans le quartier pour son honnêteté et son savoir-faire. Océane était une enfant particulière. Élève en 6e au collège Mignet, elle se distinguait par sa maturité précoce et sa passion pour la cuisine. Contrairement à ses camarades qui passaient leur week-end devant la télévision ou à jouer aux jeux vidéo, elle préférait accompagner sa grand-mère Margot au marché tous les samedis matins. Cette routine, établie depuis ses 8 ans, était devenue un rituel sacré pour toutes les deux. Margot Mathieu, 68 ans, était veuve depuis 6 ans. Elle avait perdu son mari Georges dans un accident de voiture sur la route de Marseille. Depuis, elle s'était rapprochée de sa belle-fille Claire et surtout de sa petite-fille Océane, qui était devenue sa complice en cuisine. Margot habitait un petit appartement rue Gaston de Saporta, à 10 minutes à pied de la maison familiale. Elle était une cuisinière accomplie, gardienne des recettes familiales transmises de génération en génération. Le quartier était paisible. Les voisins se connaissaient, se saluaient, échangèrent des nouvelles. Madame Bonneval, la boulangère de la rue Esparia, connaissait les goûts de chaque famille. Monsieur Girard, le pharmacien, suivait la santé de ses clients avec l'attention d'un médecin de famille. Cette proximité créait un sentiment de sécurité que rien ne semblait pouvoir briser. Le marché des prêcheurs était le cœur battant de cette communauté. Chaque samedi, dès 6 heures du matin, les commerçants installaient leurs étals. Henri Fontaine, 54 ans, tenait une des banques les plus appréciées du marché. Il vendait des produits artisanaux, confitures maison, miel de lavande, herbes de Provence et épices rares. Sa femme Sylvie l'aidait occasionnellement, mais c'était surtout lui qui s'occupait de la vente. Grand, aux cheveux grisonnants et au sourire facile, Henri était considéré comme un homme charmant et serviable. Il connaissait tous ses clients par leur nom et se souvenait de leurs préférences. Le samedi 18 avril 2009 commença comme tous les autres samedis pour Océane et sa grand-mère. Le réveil sonna à 7 heures dans l'appartement de Margot. Océane était arrivée la veille au soir, comme elle le faisait chaque vendredi depuis 4 ans. Elle dormait dans la petite chambre d'amis que Margot avait aménagée spécialement pour elle, avec des rideaux à fleurs et une étagère remplie de livres de cuisine. Le petit déjeuner fut pris dans la cuisine, face à la fenêtre qui donnait sur une petite cour intérieure. Margot avait préparé des tartines de confiture d'abricot et du chocolat chaud. Océane portait ce matin-là un jean bleu clair, un pull rose pâle et ses baskets blanches préférées. Elle avait attaché ses cheveux châtains en queue de cheval avec un élastique à fleurs. « Aujourd'hui, nous allons faire la tarte aux poires de ton arrière-grand-mère », avait annoncé Margot en consultant sa liste de courses.
Il nous faut des poires bien mûres, de la pâte brisée et de la crème pâtissière. Océane avait souri. Elle adorait cette recette familiale et tenait un petit carnet où elle notait toutes les recettes que sa grand-mère lui enseignait. Ce carnet, elle l'avait reçu pour son 10e anniversaire. C'était un cahier à couverture rigide avec des pages lignées et une tranche dorée. Elles quittèrent l'appartement à 8h15, leur panier en osier à la main. Le marché était déjà animé. Les habitués connaissaient les meilleurs créneaux. Assez tôt pour avoir du choix, assez tard pour éviter l'affluence des touristes qui arrivaient généralement vers 10h. Leur premier arrêt fut chez Madame Leclerc, la marchande de légumes. Océane choisit soigneusement 6 poires conférences, les palpant délicatement pour vérifier leur maturité. « Celles-ci seront parfaites pour demain », dit-elle à sa grand-mère avec l'assurance d'une cuisinière expérimentée. Ensuite, elles se rendirent chez le marchand de produits laitiers pour acheter de la crème fraîche et du beurre. Océane bavardait avec animation, racontant à sa grand-mère les dernières nouvelles du collège. Elle était une élève studieuse, mais elle préférait nettement ses moments passés au marché, aux cours d'histoire ou de mathématiques. Leur dernière étape fut l'étal d'Henri Fontaine. Margot voulait acheter du miel de lavande pour une autre recette qu'elle prévoyait de réaliser dans la semaine. Henri les accueillit avec son sourire habituel. « Bonjour, Madame Mathieu, bonjour, Océane. Vous venez pour mon miel, j'imagine ?» Océane répondit par un petit signe de tête poli. Elle avait toujours été un peu timide avec les commerçants, préférant laisser sa grand-mère s'occuper des achats. Henri emballa soigneusement le pot de miel dans du papier journal et le tendit à Margot. « Votre petite fille grandit vite, » dit-il en regardant Océane. « Elle devient une vraie petite femme. » Margot sourit et paya. Il était 9h25 quand elles quittèrent l'étal d'Henri. Le marché commençait à se vider, les premiers clients étant généralement les plus matinaux. « Grand-mère, j'ai oublié mon carnet de recettes chez toi, » dit soudain Océane. « Je peux aller le chercher pendant que tu finis tes courses ?» Margot hésita un instant. D'habitude, elles rentraient ensemble. Mais l'appartement n'était qu'à 5 minutes à pied, et Océane connaissait parfaitement le chemin. De plus, elle avait une clé. « D'accord, ma chérie, mais tu reviens directement ici, d'accord? Je vais prendre encore quelques tomates chez Madame Leclerc. » Océane acquiesça et partit en courant, son pas léger résonnant sur les pavés de la place. C'était la dernière fois que quelqu'un la voyait vivante. Margot termina ses achats et attendit. 9h45, 10h, 10h15. L'inquiétude commença à poindre. Océane n'était jamais en retard. À 10h30, Margot prit la direction de son appartement, pensant qu'Océane avait peut-être décidé de l'y attendre. L'appartement était vide. Le carnet de recettes était toujours sur la table de la cuisine, là où Océane l'avait laissé la veille. Margot fouilla toutes les pièces, appela, mais seul le silence lui répondit. Elle courut alors chez Claire et Vincent, espérant qu'Océane avait décidé de rentrer directement chez elle. Mais Océane n'était pas là non plus. À 11h, la famille contacta la police. L'inspecteur Laurent Garcin, 45 ans, était un homme méticuleux qui travaillait à la brigade criminelle d'Aix-en-Provence depuis 15 ans. Il avait traité de nombreux cas de disparition, mais celle d'Océane Mathieu le marqua dès le premier jour par son caractère inexplicable. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé », demanda-t-il à Margot, assise dans le salon familial, entourée de Claire et Vincent. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle reconstituait les événements de la matinée. L'inspecteur nota chaque détail, l'heure exacte de la séparation, les personnes présentes sur le marché, le trajet habituel d'Océane. Il interrogea ensuite les commerçants du marché. Tous confirmèrent avoir vu Océane avec sa grand-mère, mais personne ne l'avait remarquée seule. « Elle était une enfant discrète », témoigna Madame Leclerc. « Toujours polie, mais timide. Elle laissait sa grand-mère parler. » Henri Fontaine fut également interrogé. « J'ai vu la petite avec sa grand-mère vers 9h20, déclara-t-il. Une enfant charmante, très mûre pour son âge. C'est terrible ce qui arrive. » Les recherches commencèrent immédiatement. Les rues du centre-ville furent passées au peigne fin. Les égouts, les caves, les toits, tout fut fouillé.
Des affiches avec la photo d'Océane furent placardées dans toute la ville. Les médias locaux relayèrent l'information. Le profil psychologique d'Océane ne correspondait pas à celui d'une fugueuse. Elle était équilibrée, heureuse en famille, bonne élève. Elle n'avait jamais manifesté le moindre signe de mal-être. Ses parents étaient unis, sans problème financier majeur. L'inspecteur Garcin explorait donc la piste de l'enlèvement. Les caméras de surveillance étaient peu nombreuses dans le centre historique d'Aix en 2009. Celles qui existaient ne couvraient pas le trajet entre le marché et l'appartement de Margot. L'enquête se heurta rapidement à un mur de silence. C'est comme si elle avait disparu dans la nature, confia l'inspecteur à son collègue. Pas de témoins, pas de traces, pas de demande de rançon. C'est inhabituel. Les premiers mois furent les plus difficiles pour la famille. Claire avait pris un congé sans solde pour participer aux recherches. Vincent fermait son garage l'après-midi pour coller des affiches et interroger les passants. Margot, rongée par la culpabilité, ne sortait plus de chez elle. « Si seulement je ne l'avais pas laissée partir seule », répétait-elle sans cesse. « Si seulement… » L'enquête piétinait. Les pistes s'amenuisaient une à une. Les témoignages de personnes prétendant avoir vu Océane dans d'autres villes se révélaient tous être des erreurs d'identification. Les investigations sur d'éventuels prédateurs sexuels de la région ne donnaient rien de concret. Au bout d'un an, l'affaire fut classée sans suite active, mais pas fermée. Le dossier restait ouvert et l'inspecteur Garcin continuait de recevoir régulièrement des nouvelles de la famille. Chaque anniversaire de la disparition, chaque fête de famille devenait un calvaire. Les années passèrent, mais la douleur ne s'estompa jamais complètement. Claire reprit son travail à l'hôpital, mais ses collègues remarquèrent qu'elle avait changé. Elle était devenue plus silencieuse, plus concentrée sur ses patients, comme si elle cherchait dans le soin aux autres une façon de panser sa propre blessure. Vincent, lui, se plongea dans le travail. Il agrandit son garage, embaucha un apprenti, puis un second. L'activité intense l'aidait à ne pas penser. Ah, mais le soir, quand il rentrait chez lui, le silence de la maison lui rappelait cruellement l'absence de sa fille. Le couple traversa une période difficile. Ils parlaient peu de leur douleur, chacun portant sa souffrance en silence. Claire reprocha longtemps à Vincent de ne pas assez s'exprimer. Vincent reprochait à Claire de trop ressasser. Ils faillirent se séparer en 2012, mais l'amour et la nécessité de rester unis dans l'épreuve les maintinrent ensemble. Margot, elle, ne se remit jamais vraiment. Elle développa une forme de dépression qui l'isola socialement. Elle ne retournait plus au marché des prêcheurs, ne pouvait plus supporter l'odeur des poires ou du miel de lavande. Elle survécut en regardant des photos d'Océane et en relisant les quelques recettes que sa petite fille avait copiées dans un vieux cahier qu'elle avait retrouvé. Les voisins compatissaient, mais au fil des années, les conversations sur Océane se firent plus rares. La vie reprit son cours normal pour la plupart des gens. Seule la famille continuait de porter ce poids. En 2015, Claire et Vincent décidèrent de créer une association d'aide aux familles d'enfants disparus. C'était leur façon de transformer leur douleur en action positive. Ils organisaient des collectes de fonds, des conférences de sensibilisation et surtout, ils offraient un soutien psychologique à d'autres parents confrontés à la même épreuve. « Océane aurait voulu que nous aidions d'autres familles », disait Claire lors de ces rencontres. Elle était si généreuse, si attentionnée envers les autres. L'association Océane Espoir connut un certain succès. Elle reçut des subventions de la ville d'Aix-en-Provence et du conseil départemental. Mais pour Claire et Vincent, c'était plus qu'une œuvre caritative. C'était une façon de maintenir vivante la mémoire de leur fille. Margot, malgré sa dépression, participait occasionnellement aux activités de l'association. Elle préparait des gâteaux pour les ventes de charité, toujours en pensant à Océane. Elle avait gardé intact l'appartement de sa petite fille, avec ses affaires, ses livres, sa petite collection de coquillages ramassés sur les plages de Cassis. Les enquêteurs revisitaient régulièrement le dossier. En 2018, des ossements furent découverts dans les collines au nord d'Aix. L'espoir et la terreur s'emparèrent de la famille, mais les analyses ADN révélèrent qu'il s'agissait d'une autre personne, un homme décédé plusieurs décennies auparavant.
Ces faux espoirs étaient peut-être le plus difficile à supporter. À chaque nouvelle découverte, à chaque appel de la police, le cœur des parents se serrait. Ils oscillaient entre l'espoir de retrouver leur fille et la terreur d'apprendre sa mort. L'inspecteur Garcin, qui avait pris sa retraite en 2020, continuait de s'intéresser à l'affaire. Il gardait contact avec la famille et relisait régulièrement le dossier, espérant y trouver un élément qui aurait pu lui échapper. « Cette affaire me hante », confiait-il à sa femme. « J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose d'important. » En 2021, la famille commémora les 12 ans de la disparition d'Océane. Claire et Vincent avaient maintenant 53 et 57 ans. Margot, âgée de 80 ans, était devenue fragile. Sa santé déclinait et elle parlait souvent de rejoindre bientôt son mari et sa petite-fille. En septembre 2023, la santé de Margot se dégrada brutalement. Elle fit une chute dans son appartement et se fractura le col du fémur. Hospitalisée pendant 3 semaines, elle ne put plus vivre seule. Claire et Vincent décidèrent de l'installer chez eux, dans la chambre d'Océane qu'ils avaient conservée intacte. Cette décision fut douloureuse, mais nécessaire. Margot accepta difficilement de quitter son appartement, mais elle n'avait plus le choix. Vincent et Claire organisèrent le déménagement avec l'aide de quelques amis proches. « Je ne veux pas tout prendre, » dit Margot. « Gardez seulement ce qui est important. Le reste, vous pouvez le donner. » Claire tria les affaires de sa belle-mère avec respect et attention. Les vêtements, les livres, les photos, les bibelots, chaque objet racontait une histoire. Elle décida de refaire entièrement la cuisine de Margot avant de vendre l'appartement, car celle-ci était devenue vétuste. Le 15 octobre 2023, Claire et Vincent commencèrent les travaux de rénovation. Ils voulaient présenter l'appartement en bon état pour la vente. Vincent s'occupa de la plomberie et de l'électricité, tandis que Claire se chargea de nettoyer et de repeindre. En démontant l'ancien meuble de cuisine, Vincent découvrit un espace creux derrière le placard principal. « Claire, viens voir ça !» appela-t-il. « Il y a quelque chose là-dedans. » Claire s'approcha et éclaira l'espace avec une lampe torche. Au fond, coincé entre 2 poutres, se trouvait un petit objet rectangulaire. Vincent réussit à l'extraire avec précaution. C'était un carnet. Le carnet de recettes d'Océane. Claire le reconnut immédiatement. Elle l'avait cherché partout après la disparition de sa fille, pensant qu'il pourrait contenir des indices. La police l'avait également réclamé, mais il était introuvable. Et voilà qu'il ressurgissait après 14 ans, caché dans un endroit où personne n'aurait pensé à chercher. « Comment a-t-il pu arriver là ?» murmura Claire, les mains tremblantes. Vincent examina l'espace. « Il faut se faufiler pour l'atteindre. » Océane était assez petite pour y accéder, mais pourquoi aurait-elle caché son carnet? Claire ouvrit délicatement le carnet. Les premières pages contenaient effectivement des recettes, écrites de l'écriture soignée d'Océane. Recette de la tarte aux poires, recette de la confiture d'abricot, recette du gratin dauphinois de grand-mère. Mais plus elle tournait les pages, plus elle remarquait des annotations étranges dans les marges. « Vincent, regarde ça !» dit Claire, pointant une page où était écrite la recette du miel de lavande. Dans la marge, d'une écriture plus petite et plus nerveuse, Océane avait noté « H me regarde bizarrement. Il dit que je suis jolie. » Vincent fronça les sourcils. « H? Qui est H ?» Claire continua de feuilleter. Page après page, les annotations se faisaient plus précises et plus inquiétantes. « Chat a dit qu'il avait des photos de moi. Je ne comprends pas quand il a pu me prendre en photo. H m'a montré une photo où je me change dans ma chambre. Il dit que personne ne doit savoir. Il dit que mes parents seraient très en colère. H veut que je vienne à son étal quand grand-mère n'est pas là. Il dit qu'on peut être amis secrets. » Claire sentit son sang se glacer. « Vincent, tu crois que H, c'est Henri? Henri Fontaine ?» Vincent prit le carnet et lut attentivement. Les annotations devenaient de plus en plus explicites. Océane décrivait un chantage progressif, des menaces voilées, des situations de plus en plus dérangeantes. H m'a dit que si je ne fais pas ce qu'il veut, il montrera les photos à tout le monde au marché. Il dit que tout le monde saura que je suis une mauvaise fille. J'ai peur de H, mais je ne peux pas en parler à grand-mère.
Elle ne comprendrait pas. Elle l'aime bien. H m'a touché aujourd'hui. Il a dit que c'était normal entre amis. J'ai mal au ventre. Claire ne put retenir ses larmes. Sa fille, sa petite fille innocente, avait été victime d'un prédateur. Et ce prédateur, c'était quelqu'un qu'ils connaissaient tous, quelqu'un en qui ils avaient confiance. « Il faut appeler la police », dit Vincent d'une voix blanche. « Il faut prévenir l'inspecteur Garcin. » Mais Claire continuait de lire. Les dernières annotations étaient datées. 16 avril 2023, 17 avril 2023, la veille et l'avant-veille de la disparition. J'ai décidé de tout dire à grand-mère samedi. Je ne peux plus supporter. H veut que je vienne chez lui samedi après-midi. Il dit qu'il a quelque chose de spécial à me montrer. J'ai peur, mais je vais lui dire que je vais tout raconter à mes parents. J'ai caché ce carnet au cas où il m'arriverait quelque chose. Si quelqu'un le trouve, il faut dire à la police que H m'a fait du mal. J'ai peur de ce qui va se passer. La dernière annotation était presque illisible, écrite à la hâte. J'ai dit à H que j'allais tout raconter. Il est devenu très en colère. Il m'a dit qu'il ne me laisserait jamais faire ça. J'ai très peur. Claire et Vincent se regardèrent. Ils tenaient enfin la vérité sur la disparition de leur fille. Océane avait été victime d'Henri Fontaine, et elle avait trouvé le courage de le confronter. Mais cette confrontation lui avait coûté la vie. « Il faut prévenir la police immédiatement », dit Vincent. « Cet homme est un monstre. Il a tué notre fille. » Claire acquiesça, mais une part d'elle-même était terrifiée. Henri Fontaine était toujours vivant, toujours libre. Il tenait encore son étal au marché. Combien d'autres enfants avaient-ils été victimes de ces agissements? Ils contactèrent immédiatement l'inspecteur Garcin, qui était resté proche de la famille, même après sa retraite. Celui-ci les retrouva dans l'heure qui suivit, accompagné de l'inspecteur Noël, qui avait repris le dossier. « Montrez-moi ce carnet », dit l'inspecteur Garcin d'une voix grave. Il lut attentivement, page par page, prenant des notes. Son visage se durcissait au fur et à mesure qu'il découvrait l'ampleur des sévices subis par Océane. « C'est un faisceau d'indices très solide », déclara-t-il enfin. « Nous allons immédiatement ouvrir une enquête pour agression sexuelle sur mineurs et disparition inquiétante. Henri Fontaine va être interpellé. » Le 18 octobre 2023, à 6 heures du matin, les inspecteurs Garcin et Noël, accompagnés de 4 agents, se présentèrent au domicile d'Henri Fontaine, dans le quartier de Jas de Bouffan. Henri vivait dans une maison individuelle avec sa femme Sylvie, qui était partie 3 jours plus tôt rendre visite à sa sœur à Marseille. Henri ouvrit la porte en peignoir, visiblement surpris par cette visite matinale. « Messieurs, que se passe-t-il ?»« Monsieur Fontaine, nous devons vous parler. Pouvons-nous entrer ?» Henri hésita un instant, puis s'effaça pour laisser passer les policiers. « Bien sûr, bien sûr. Voulez-vous un café ?» L'inspecteur Garcin déclina poliment. « Monsieur Fontaine, nous enquêtons sur la disparition d'Océane Mathieu. Vous souvenez-vous de cette affaire ?» Le visage d'Henri se crispa légèrement. « Bien sûr, cette pauvre petite fille, c'était terrible. Mais pourquoi me poser cette question après tant d'années? Nous avons de nouveaux éléments. Nous aimerions que vous nous accompagniez au commissariat pour un entretien approfondi. » Henri sembla réfléchir. « Suis-je obligé? Vous pouvez refuser, mais cela nous aiderait beaucoup, et cela vous permettrait de clarifier certains points. » Henri accepta, mais l'inspecteur Garcin nota son nervosité croissante. Ses mains tremblaient légèrement, et il évitait le regard des policiers. Au commissariat, Henri fut placé en garde à vue. L'inspecteur Garcin commença l'interrogatoire avec méthode, révélant progressivement les éléments contenus dans le carnet d'Océane. « Monsieur Fontaine, que pouvez-vous nous dire sur vos relations avec Océane Mathieu? C'était une petite fille charmante. Elle venait au marché avec sa grand-mère. Je la voyais grandir, c'est tout. Selon nos informations, vous auriez eu des relations inappropriées avec cet enfant. » Henri se raidit. « C'est faux. Qui prétend cela ?» L'inspecteur Garcin sortit le carnet et lut quelques passages. Henri pâlit visiblement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Cet enfant avait de l'imagination. Monsieur Fontaine, ce carnet contient des détails très précis sur vos agissements. Océane décrit des situations que seule une victime pourrait connaître. » Henri resta silencieux un long moment. Puis il demanda un avocat. L'interrogatoire reprit le lendemain en présence de Maître Delacroix.
Avocat commis d'office. Henri maintint ses dénégations, mais l'inspecteur Garcin avait eu le temps de recueillir d'autres éléments. Monsieur Fontaine, nous avons parlé à plusieurs personnes qui fréquentaient le marché en 2009. Madame Blanchard se souvient vous avoir vu parler à Océane à plusieurs reprises quand elle était seule. Je parlais à tous les enfants. J'étais aimable avec la clientèle. Madame Blanchard précise que vous aviez l'habitude de donner des bonbons à Océane et de lui faire des compliments sur sa beauté. Henri commença à transpirer. C'est normal d'être gentil avec les enfants. Monsieur Fontaine, nous avons également parlé à votre voisin, Monsieur Corneau. Il se souvient d'avoir vu Océane dans votre jardin un samedi après-midi, quelques semaines avant sa disparition. Cette fois, Henri ne répondit pas immédiatement. Son avocat demanda une suspension de séance. Quand l'interrogatoire reprit, Henri avait changé d'attitude. Il semblait résigné. « Inspecteur, vous ne comprenez pas. Cette petite fille, elle était spéciale. Elle était différente des autres enfants. Elle était mature, intelligente. Monsieur Fontaine, Océane avait 12 ans. C'était une enfant. Mais elle comprenait les choses. Elle était consentante. » L'inspecteur Garcin dut se retenir de réagir violemment. « Monsieur Fontaine, un enfant de 12 ans ne peut pas consentir à des relations sexuelles avec un adulte. C'est ce qu'on appelle un abus. » Henri baissa la tête. « Je sais que c'était mal, mais je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Je l'aimais. » « Vous l'aimiez, en la chantageant avec des photos prises à son insu ?» Henri sursauta. « Comment savez-vous pour les photos ?» Il venait de se trahir. L'inspecteur Garcin sentit qu'il tenait enfin la vérité. « Monsieur Fontaine, racontez-nous ce qui s'est passé le 18 avril 2009. » Henri resta silencieux pendant de longues minutes. Son avocat lui chuchota quelques mots à l'oreille. Puis Henri releva la tête et regarda l'inspecteur droit dans les yeux. Elle allait tout raconter. Elle m'avait dit qu'elle en avait assez, qu'elle allait tout dire à sa grand-mère et à ses parents. Je ne pouvais pas la laisser faire. Ma femme, ma réputation, mon commerce, tout aurait été détruit. Que s'est-il passé exactement ? Quand elle est partie chercher son carnet chez sa grand-mère, je l'ai suivie, je l'ai attendue dans la rue. Quand elle est ressortie de l'immeuble, je l'ai abordée. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle. L'inspecteur Garcin prenait des notes, s'efforçant de garder son calme professionnel malgré l'horreur des révélations. Elle a accepté de venir avec vous ? Au début, non. Elle avait peur. Mais je lui ai dit que si elle ne venait pas, j'irais immédiatement montrer les photos à sa grand-mère au marché, devant tout le monde. Elle est montée dans ma camionnette. Où l'avez-vous emmenée ? Chez moi. Ma femme était partie faire des courses. Océane pleurait, elle disait qu'elle voulait rentrer chez elle. Je lui ai expliqué qu'on pouvait s'arranger, qu'elle n'avait pas besoin de tout raconter. Henri s'arrêta, la respiration haletante. Les souvenirs semblaient lui revenir par bribes. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle criait qu'elle n'était plus une petite fille, qu'elle savait ce qui était bien et ce qui était mal. Elle m'a dit qu'elle me détestait et qu'elle allait dire à la police que j'étais un monstre. Et alors ? J'ai paniqué. Je lui ai mis la main sur la bouche pour qu'elle arrête de crier. Les voisins auraient pu entendre. Elle s'est débattue, elle m'a griffé le visage. J'ai serré plus fort. Et puis elle ne bougeait plus. Le silence qui suivit cette confession fut pesant. L'inspecteur Garcin avait enfin la vérité qu'il recherchait depuis 14 ans, mais elle était plus atroce encore que ce qu'il avait imaginé. « Qu'avez-vous fait du corps d'Océane » Henri ferma les yeux. « J'ai attendu la nuit. J'ai mis son corps dans ma camionnette et je suis parti vers les Alpilles. Il y a une ancienne carrière abandonnée près des Galières. Je l'ai enterré là-bas. Vous pouvez nous indiquer l'endroit exact ?» Henri acquiesça. « Je peux vous y emmener. Après toutes ces années, je ne sais pas si, mais je peux essayer de retrouver l'endroit. » L'interrogatoire se poursuivit encore plusieurs heures. Henri avoua avoir pris des photos d'Océane à son insu depuis les fenêtres de sa maison qui donnaient sur l'arrière de l'immeuble où vivait Margot. Il avoua également l'avoir attirée chez lui à plusieurs reprises sous différents prétextes et avoir abusé d'elle pendant plusieurs mois. Pourquoi n'avoir rien dit pendant toutes ces années? Vous voyez la souffrance de cette famille. J'avais peur. Et puis, au fond de moi, j'espérais qu'il finirait par oublier, que la vie reprendrait son cours normal.
Normal. Pour les parents d'Océane, la vie ne sera plus jamais normale. Henri ne répondit pas. Il semblait vidé, comme soulagé d'avoir enfin dit la vérité. Le 20 octobre 2023, une équipe de la police scientifique, accompagnée d'Henri Fontaine et de 2 gendarmes, se rendit dans les Alpilles. La carrière abandonnée se trouvait effectivement près d'Aigalière, dans un endroit isolé, entouré de chênes et de pins. Henri guida l'équipe vers un amas de pierres, au fond de la carrière. « C'est là, dit-il d'une voix éteinte, sous ces pierres. » Les techniciens commencèrent les fouilles avec précaution. Au bout de 3 heures, ils découvrirent des fragments d'os et de tissus. Les restes étaient dans un état de décomposition avancé, mais l'expertise médico-légale confirma qu'il s'agissait bien d'un enfant de l'âge d'Océane. L'analyse ADN, réalisée quelques jours plus tard, confirma l'identité. C'était bien Océane Mathieu. Claire et Vincent furent prévenus par l'inspecteur Garcin. Ils accueillirent la nouvelle avec un mélange de soulagement et de douleur profonde. Enfin, ils savaient, ils pourraient faire leur deuil et donner à leur fille la sépulture qu'elle méritait. Au moins, maintenant, elle peut reposer en paix, dit Claire en pleurant. Et ce monstre va payer pour ce qu'il a fait. Margot, malgré son grand âge et sa fragilité, tint à être informée de tous les détails. « Ma pauvre petite », répétait-elle, « ma pauvre petite chérie, si j'avais su. »« Ah, si j'avais fait attention. Grand-mère, vous n'y êtes pour rien, » lui dit Claire. « Personne n'aurait pu deviner. Ce homme était un manipulateur. » Henri Fontaine fut mis en examen pour meurtre, agression sexuelle sur mineur et détention d'images pédopornographiques. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs découvrirent effectivement des photos d'Océane, prises à son insu, ainsi que d'autres images d'enfants du quartier. Le procès eut lieu en septembre 2024. Henri plaida coupable, mais son avocat tenta de faire valoir des circonstances atténuantes en arguant de la panique de son client face aux menaces de dénonciation d'Océane. Claire et Vincent assistèrent à toutes les audiences. Ils voulaient regarder cet homme en face, comprendre comment il avait pu détruire leur famille. Lors de sa déposition, Claire s'adressa directement à Henri. « Vous nous avez volé notre fille. Vous nous avez volé 14 années de notre vie. Vous nous avez fait vivre dans l'incertitude et la douleur pendant tout ce temps. Et le pire, c'est que vous avez continué à vivre normalement, comme si de rien n'était. » Henri baissa la tête et ne répondit pas. Le procureur requit 25 ans de réclusion criminelle. Henri Fontaine a abusé de la confiance d'une famille, a manipulé et violenté une enfant innocent, puis l'a tué pour préserver ses intérêts. Il a ensuite laissé cette famille dans l'angoisse pendant 14 ans, sans jamais manifester le moindre remords. La Cour condamna Henri Fontaine à 22 ans de réclusion criminelle. À 69 ans, il avait peu de chances de revoir la liberté. Océane fut inhumée le 15 novembre 2024 dans le cimetière Saint-Pierre d'Aix-en-Provence, lors d'une cérémonie émouvante à laquelle assistèrent de nombreux habitants de la ville. 15 ans après sa disparition, elle pouvait enfin reposer auprès de son arrière-grand-père Georges. Sur sa tombe, Claire et Vincent firent graver « Océane Mathieu, 1997-2009 ». Fille aimée, petite fille chérie, ton courage nous inspire, ta mémoire nous guide. Le carnet de recettes d'Océane fut versé aux archives de l'enquête, mais Claire en fit faire une copie qu'elle garda précieusement. C'est grâce à ce carnet qu'on a découvert la vérité, dit-elle. Océane a trouvé le moyen de nous parler, même après sa mort. L'association Océane Espoir continua ses activités, mais avec une mission élargie. Sensibiliser les parents et les enfants aux dangers des prédateurs qui peuvent se cacher dans l'entourage proche. Claire et Vincent organisèrent des conférences dans les écoles, expliquant aux enfants comment reconnaître les comportements inappropriés et comment en parler aux adultes de confiance. Océane avait essayé de nous dire ce qui se passait, expliquait Claire lors de ses interventions. Mais elle avait peur que nous ne la comprenions pas, que nous ne la croyions pas. Il faut que les enfants sachent qu'ils peuvent toujours parler, quoi qu'il arrive. Margot mourut paisiblement dans son sommeil en février 2025, quelques mois après l'inhumation d'Océane.
Ses derniers mots furent pour sa petite fille. « Maintenant, je vais pouvoir la retrouver. » Le marché des prêcheurs continua d'exister, mais l'emplacement où se tenait l'étal d'Henri Fontaine resta vide pendant plusieurs mois. Finalement, une nouvelle commerçante, Madame Dubois, s'y installa avec sa fille adolescente. Elle vendait des produits biologiques et des plantes aromatiques. L'inspecteur Garcin, qui avait suivi l'affaire jusqu'au bout malgré sa retraite, déclara dans une interview au journal local « Cette affaire nous rappelle que les prédateurs peuvent se cacher derrière les apparences les plus rassurantes. » Henri Fontaine était respecté dans son quartier, apprécié par ses clients. Personne ne soupçonnait sa vraie nature. Il faut rester vigilant et toujours écouter les enfants quand ils tentent de nous dire que quelque chose ne va pas. L'affaire eut également des répercussions sur la législation. Le député des Bouches-du-Rhône proposa une loi renforçant les contrôles sur les personnes travaillant au contact des enfants et créant des permanences d'écoute dans toutes les écoles du département. Aujourd'hui, Claire et Vincent ont reconstruit leur vie, mais ils portent toujours en eux la mémoire de leur fille. Ils ont appris à vivre avec cette douleur, à la transformer en force pour aider d'autres familles. On ne se remet jamais vraiment de la perte d'un enfant, dit Claire, mais on apprend à vivre avec, et surtout, on apprend à donner un sens à cette douleur en aidant les autres. Vincent a vendu son garage en 2024 et se consacre maintenant entièrement à l'association. Océane aurait eu 37 ans aujourd'hui, dit-il souvent. Elle aurait peut-être des enfants. On essaie de protéger les enfants des autres comme on aurait voulu protéger la nôtre. Le carnet de recettes d'Océane reste le symbole de son courage et de son intelligence. Malgré sa peur, malgré les menaces, elle avait trouvé un moyen de laisser un témoignage de ce qu'elle subissait. Ce carnet, caché derrière un meuble de cuisine, avait traversé 14 années de silence pour finalement révéler la vérité. Dans les écoles d'Aix-en-Provence, on raconte maintenant l'histoire d'Océane aux enfants. Non pas pour leur faire peur, mais pour leur expliquer qu'ils ont le droit de dire non, qu'ils ont le droit de parler, et que les adultes qui les aiment les croiront toujours. Henri Fontaine purge sa peine à la prison des Baumettes, près de Marseille. Il a maintenant 70 ans et sa santé décline. Il refuse toujours de recevoir des visites et passe ses journées en isolement, évitant le contact avec les autres détenus qui connaissent la nature de ses crimes. Parfois, des habitants d'Aix-en-Provence passent devant l'ancien emplacement de l'étal d'Henri au marché des prêcheurs. Ils se souviennent de cet homme souriant qui vendait du miel de lavande et des herbes de Provence. Ils se souviennent aussi de cette petite fille aux cheveux châtains qui accompagnait sa grand-mère tous les samedis matins. Et ils se disent que les apparences peuvent être trompeuses, que le mal peut se cacher derrière les masques les plus ordinaires. La tombe d'Océane, au cimetière Saint-Pierre, reçoit régulièrement des visites. Pas seulement de sa famille, mais aussi d'inconnus qui viennent y déposer des fleurs ou des petits mots. Des enfants du quartier, accompagnés de leurs parents, viennent parfois s'y recueillir. Sur la pierre tombale, à côté des dates de naissance et de mort, une petite gravure représente un livre ouvert. C'est le symbole du carnet de recettes. Ce témoignage silencieux qui a permis à la vérité d'éclater après 14 années de mystère. Cette affaire nous montre à quel point les prédateurs peuvent exploiter la confiance et l'innocence des enfants. Elle nous rappelle aussi que les victimes trouvent parfois des moyens extraordinaires de témoigner, même quand elles ne sont plus là pour parler. Océane Mathieu n'a pas pu grandir, mais son courage et son intelligence ont permis que justice soit rendue. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Avez-vous remarqué les signes au fil du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi s'intéresser à de tels cas.